Écoutez, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est de remplir effectivement des fichiers pour faire remonter non seulement les personnes infectées, mais aussi tous les cas contacts. Ce qui est très discutable en fait là-dedans, c'est pas tellement la remontée en elle-même à la CNAM, parce que ça peut exister dans les maladies à déclaration obligatoire. Mais la différence ici, c'est que ces fichiers sont pas anonymes. Quand vous faites une déclaration en maladie de maladie à déclaration obligatoire, c'est une remontée qui se fait sur un autre médecin, notamment de l'ARS, qui anonymise immédiatement les données. D'ailleurs, le nom complet n'est jamais renseigné. Et les cas contacts, c'est pareil, c'est très anonymisé et les personnes qui vont avoir accès à ces fichiers ensuite, même anonymisés, sont très restreints. Là, on est dans quelque chose d'autre. On est dans des fichiers qui vont être non anonymes et surtout qui vont être visibles par les brigades sanitaires, où il n'y a pas que des médecins, loin de là. Et il n'y a pas que des personnels de l'assurance maladie. Donc là, on est dans quelque chose d'autre où on a des fichiers qui sont absolument plus anonymes et on demande aux médecins de rompre le secret médical et de rompre la confiance de leurs patients contre une rémunération. Et j'ai envie de dire, finalement, la rémunération, c'est même pas le sujet. Que vous me proposiez rien ou que vous me proposiez de multiplier par 100 ma rémunération, ça ne changera rien au problème éthique que ça me pose. Je comprends. Mais dites-moi, si on vous répond, docteur Kelfaoui, oui, d'accord, mais vous savez très bien que tous ces sujets, même à leur insu et pas, même s'ils sont asymptomatiques et autres, enfin, et surtout, ils peuvent contaminer beaucoup de personnes. Est-ce que nécessité absolue de santé ne fait pas loi? Je vous pose la question. Alors, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que sous couvert de bonnes intentions, en fait, là, je pense que le gouvernement est en train de masquer son impréparation sur le déconfinement et le fait qu'il n'est pas capable d'organiser un dépistage de masse. C'est ça qu'il aurait fallu faire pour réellement arriver à endiguer un peu l'épidémie. Le traçage, on n'a absolument aucune preuve d'efficacité quand le nombre de personnes qui sont infectées chaque jour est trop important. C'est une chose qu'on peut éventuellement faire et qui peut avoir un intérêt au début des épidémies quand il y a peu de cas. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait quand on était encore en phase 2. Mais quand on a énormément de cas qui circulent, alors on peut mettre ce genre de disposition en place, mais on ne garantit absolument pas qu'on arrivera à endiguer l'épidémie comme ça. Déjà parce que il y a quelques jours au moins entre le moment où les personnes sont infectées et le moment où elles vont aller voir leur médecin. Puisque le temps qu'elles déclarent des symptômes, etc. Les personnes asymptomatiques ne vont pas forcément aller voir leur médecin, que tous les médecins n'accepteront pas forcément de jouer ce jeu-là, parce que, comme vous l'avez dit, on est nombreux à être contre cette disposition, et que les patients eux-mêmes, s'ils savent que le secret médical n'est pas garanti, que le fait qu'ils soient malades, etc., va remonter de manière nominatoire dans des fichiers qui sont directement gérés par le ministère, peut-être ne voudront pas non plus se faire dépister. Donc là, on n'est pas dans quelque chose qui est efficace, ou en tout cas qui n'a pas prouvé son efficacité. Et je rappelle juste quand même que on a, il y a quelques semaines, interdit la prescription de certains médicaments, d'un certain médicament, au nom du fait qu'on n'était pas sûr qu'il soit efficace en médecine de ville. Et aujourd'hui, vous parlez du protocole Raoult, soyons clairs. Je parle du protocole Raoult. Je ne juge pas de son efficacité, qu'on s'entende bien. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Simplement, je constate que, au nom du fait que c'était pas certain que ce traitement soit efficace, on a interdit aux médecins de ville de le prescrire. Et que là, on n'est pas sûr que ce soit efficace non plus, mais on autorise un traçage de masse en lieu et place d'un dépistage de masse. Oui, je comprends, c'est ça, traçage de masse au lieu de dépistage de masse. Restez avec nous, docteur Kelfaoui. Nous avons avec nous aussi, et je remercie Jean-Paul Hamon, qui est président de la Fédération des médecins de France. Bonjour, docteur Hamon. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la réaction du docteur Kelfaoui et ce qu'il en pense? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, le problème, est-ce qu'il n'y a pas le fait que ce secret médical qu'on comprend, et puis en même temps, il y a la vérité de la contagion? Oui, allez-y. Je respecte toutes les opinions, mais sincèrement, d'abord, le Covid-19, c'est pas une maladie honteuse. Le médecin généraliste, quand il écrit à l'assurance maladie pour des maladies qui sont prises à charge à 100%, pour que le malade soit remboursé à 100%, on donne le diagnostic de l'assurance, le diagnostic du patient, on décrit le protocole de ce qu'on va faire,
Donc on donne des données extrêmement plus sensibles que le Covid-19 et jamais le secret médical n'a été trahi par l'assurance maladie, par le service médical de l'assurance maladie. Jamais. Ça fait 47 ans que j'exerce et j'ai jamais vu le service médical de l'assurance maladie trahir le secret professionnel. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le personnel du service médical de l'assurance maladie est assermenté. Ils sont soumis au secret professionnel. Donc, pour répondre à ces choses-là sur le secret professionnel, j'ai aucune inquiétude. Quand ensuite on parle de brigades, etc., ces initiatives qui sont de la part de la PHP, donc de Paris, qui pense organiser lui-même son un dépistage, c'est le suivi des patients qui sont rentrés à domicile avec des brigades dans le gardien, etc., qui sont bénévoles, qui sont absolument pas soumis au secret professionnel. Je me demande même si on va pas faire appel à l'amicale des polices du 15e. Donc là-dessus, je suis férocement contre. D'accord mais quand il s'agit d'utiliser les 55 000 médecins généralistes, quand dans une consultation, ils examinent un patient qui est positif, il le déclare. Et ensuite, l'assurance, alors il fait une enquête familiale de l'entourage immédiat, mais ensuite, il transmet le dossier du patient à l'assurance maladie, et le service médical soumis au secret professionnel contacte le patient contaminé et fait une enquête pour savoir quels ont été ses cas contacts. Donc ça, c'est le boulot du service médical de l'assurance maladie. Même si on sait très bien qu'il y a des gens qui sont porteurs sains, etc., qui sont totalement asymptomatiques. Et j'ai eu l'exemple encore récemment avec le foyer à Clamart où il y a 7 cas positifs qui sont totalement asymptomatiques. Donc même s'il y aura des trous dans la raquette, ça permet quand même de limiter le développement de l'épidémie. Donc là-dessus, le secret médical, il est absolument pas violé. L'utilisation des fichiers par la Caisse d'assurance maladie, ça n'a jamais été le cas, sinon pour faire des statistiques totalement anonymisées. La Caisse d'assurance maladie ne revend absolument pas les données, et ce sont des gens en qui j'ai entièrement confiance pour le secret médical partagé. Donc, il ne s'agit pas d'un d'un stop Covid à la sauce Microsoft, à la sauce Google ou Apple. Donc là, c'est totalement autre chose. C'est un circuit qui, certes, n'est pas parfait, mais qui va permettre quand même de contenir majoritairement la reprise de l'épidémie, si reprise de l'épidémie il y a. Voilà, c'est tout. Oui, vous voulez dire et vous trouvez absolument légitime que le médecin qui continue l'enquête, qui va plus loin, soit rémunéré en fonction de son travail, quoi. Écoutez, là sur la rémunération, les députés, je peux vous dire qu'ils m'ont particulièrement énervé parce que je rappelle qu'il y a 31 morts parmi les médecins libéraux. Il y a plus de 4000 médecins qui ont été contaminés. La consultation Covid, c'est pas une consultation ordinaire et ça fait partie de la convention qu'il y ait des consultations complexes. Il y a des consultations complexes qui sont prises entièrement à 100%, pour lesquelles bien souvent on fait le dire payant. Ce sont les annonces de cancer ou les annonces de maladies neurodégénératives ou les premières contraceptions qui sont des consultations longues. Il est prévu, ces consultations-là sont prévues par l'assurance maladie, elles sont rémunérées 55 €. Et là, pour le Covid, quand vous allez avoir un type à qui on va annoncer que le gars est positif au Covid-19, il va falloir lui expliquer les symptômes qui devront le faire nous alerter s'il y a un problème, etc. On discute avec lui, les gens sont inquiets. Moi, je peux vous dire que là, j'ai même vu aujourd'hui, là, il y a 20 minutes, une femme qui était positive, qui est positive sûrement depuis... elle a fait une sérologie, elle est positive depuis un mois, elle était encore très inquiète. Donc, si vous voulez, ce sont des consultations qui sont longues, il y a une espèce de psychose actuellement qui est souvent justifiée. Donc, il est tout à fait normal que ces consultations longues soient rémunérées correctement. Voilà. Donc moi, j'ai pas honte de ça. Quant à la prétendue délation, c'est sûr que nous, on va pas prendre du temps pour aller chercher les cas contacts en dehors de la famille. Ça, c'est le boulot de l'assurance maladie qui complète notre dispositif. Oui, c'est clair. Et c'est normal, c'est tout. Merci. Mais merci Jean-Paul Hamon, c'est très clair. Mais docteur Kelfaoui, Karim Kelfaoui, qu'en pensez-vous? Parce que ça a l'air assez clair. En fait, on va pas demander aux médecins un travail supplémentaire et surtout pas, apparemment, en tout cas, un travail de fichier ou de fichage.
Qu'en pensez-vous? Écoutez, j'encourage le docteur Hamon à revoir un peu le dispositif. On nous demande de ficher et de faire remonter à l'assurance maladie, mais ce n'est pas le service médical uniquement de l'assurance maladie qui va traiter de ces données. C'est précisément les brigades sanitaires que lui aussi dénonce. Donc c'est à eux qu'on va confier le fait de rappeler tout le monde, justement parce que le service médical de l'assurance maladie à lui seul ne pourrait pas faire face au nombre de personnes qu'il y a à rappeler. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ces brigades sanitaires et c'est pour ça qu'ils veulent embaucher. Il y aura plus de, je crois, 6000 personnes qui vont avoir accès à ces données. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais rappeler qu'on est quand même dans un contexte aussi particulier où le gouvernement a décidé de déployer la plateforme Health Data Hub qui justement est hébergée sur les serveurs de Google. Et l'exploitant, celui qui va être en charge du traitement des données, notamment c'est le ministère, et c'est ce même ministère qui veut qu'on fasse basculer tous les fichiers de santé, toutes les données de santé sur ce Health Data Hub. Donc la réalité, c'est qu'on est en train de créer des fichiers qui sont bien nominatifs, des banques de données. Ce ne sera pas que la CNAM qui va y avoir accès, que le responsable du traitement de ces données, c'est bien le ministère, et que c'est ce même ministère qui veut déployer cette plateforme d'hébergement des données de santé, alors même que la CNIL a fait un rapport cinglant où il s'inquiète justement de l'utilisation de cette plateforme parce qu'ils disent que les données pourraient être envoyées aux États-Unis. Et vous savez qu'aux États-Unis, ils ont une loi qui s'appelle le Cloud Act et qui permet notamment au gouvernement américain de saisir toutes les données des hébergeurs de services, dont Microsoft, dont Google.